Bonjour Christelle et merci beaucoup déjà d'avoir accepté l'interview, j'ai du mal à le dire. Euh, Mon objectif à moi aujourd'hui, c'est vraiment de partager en fait des parcours du combattant peut-être un petit peu dans ton cas, mais donc des parcours de femmes qui vont être source d'inspiration pour d'autres personnes. On se rend compte et en fait dans le développement personnel que quand on lit les témoignages, quand on voit le parcours d'autres personnes, parfois ça fait des déclics en nous-mêmes et ça nous aide à avancer. Donc voilà, aujourd'hui, merci beaucoup d'accepter de venir partager ton propre parcours. Donc toi, tu es atteinte d'un cancer du sein. Est-ce que peut-être déjà pour commencer, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ta maladie? Oui, bonjour donc. Donc en fait en 2015, on m'a diagnostiqué un cancer du sein, hormonodépendant, un cancer du sein canalaire infiltrant. Alors bon, c'est un peu complexe, mais en fait, il y a plusieurs, types de cancer du sein et donc c'était un cancer du sein qui était déjà, en fait, assez, avancé, qui était à un stade et un grade, assez, avancé. Donc les stades et les grades, vont définir l'agressivité, en fait, du cancer. Voilà et et donc depuis, 2015, en fait, ce cancer a malheureusement, avancé, malgré énormément de protocoles et donc à ce jour, j'ai un cancer du sein qui est devenu donc métastatique, et qui clairement malheureusement, n'est pas amené à guérir, voilà. Donc à ce jour, ce cancer est toujours, bien présent et me colle, à la peau, voilà. Tu parlais de protocole de soins. Tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Comment ça Oui, se passe? alors, en 2015 d'abord, comme, ma tumeur était assez, imposante en fait, le donc, ils ont décidé de faire de la chimiothérapie néoadjuvante, c'est-à-dire de faire d'abord la chimio avant de procéder, à une chirurgie. Donc, j'ai eu 15 chimios. J'avais perdu bien sûr, mes cheveux, les sourcils, les cils, puis bon tout ce qui va tous les effets secondaires qui vont avec. Après ces 15 chimios, j'ai eu une première tumorectomie. Donc la tumorectomie, on enlève en fait, la tumeur et un petit peu autour. Donc parce que j'avais une réponse, une très bonne réponse, à la chimio. Donc, en fait, on a enlevé la tumeur. Malheureusement, après les résultats de la biopsie, en fait, le prélèvement, quand on l'enlève, après, il est analysé. Et au niveau des analyses, ça montrait que dans les marges de sécurité qui auraient dû être saines, il restait encore des cellules tumorales. Donc, on a dû procéder à une deuxième tumorectomie, c'est-à-dire une reprise chirurgicale pour enlever en fait plus. Et après, donc, j'ai eu 33 rayons, donc de la radiothérapie. Et après ce parcours qui était déjà quand même un petit peu long, normalement, j'aurais dû passer à une phase en fait d'hormonothérapie puisque j'avais un cancer qui était hormonodépendant. Et puis, logiquement, on va dire, j'aurais pu peut-être être amenée à une rémission. Malheureusement, au bout de 2 mois et demi, en fait, il s'est avéré que moi, je me sentais vraiment pas bien du tout physiquement et je voyais que mon sein, puisqu'on ne me l'avait pas enlevé, étant donné que c'était une tumorectomie, que mon sein, en fait, prenait une couleur, vraiment très étrange. Il était très inflammatoire. Donc j'ai alerté, plusieurs fois le chirurgien qui m'avait opéré, l'oncologue, la nouvelle oncologue qui me suivait, puisqu'entre temps j'avais déménagé. Et puis, en fait, j'avais vraiment l'impression que personne ne m'écoutait, donc j'insistais, j'insistais. Donc là, enfin, ça a duré, du coup, entre le moment où vraiment j'ai alerté et le moment où j'ai été prise vraiment en charge, ça a duré quasiment, 2 mois, 2 mois et demi. Et en fait, donc j'ai dû recommencer d'autres protocoles et depuis, en fait, je les enchaîne puisque à chaque fois qu'il y a une bonne réponse, du cancer face à certains protocoles, malheureusement derrière, il revient et il revient,
souvent beaucoup plus forts et plus étendus. Donc, c'est vrai que j'ai un cancer qui est très agressif et du coup, les protocoles, j'en suis à, il faudrait que je compte, mais je dois être à au moins 12 ou 13 produits différents en mélangeant les produits de chimio, les produits d'hormonothérapie, les essais cliniques. C'est vrai que j'en connais pas mal. Voilà. Et donc là, tu viens de commencer un nouveau protocole, c'est ce que tu me disais tout à Oui, l'heure. voilà. Ouais, parce Protocole, qu'en du coup, oui. Oui, non, parce qu'en fait, on m'avait mis dans un essai clinique au mois d'août, Mmh. puisque malheureusement, les derniers traitements que j'avais eus ne fonctionnaient plus. Donc les métastases, en fait, se sont étendues. Et même sur la peau de la cicatrice, puisque depuis les premières opérations de 2016 où j'avais eu les tumorectomies, depuis, je n'ai plus mon sein. En fait, on m'a fait une mastectomie et on m'a enlevé aussi les ovaires et les trompes, puisque le cancer voulait aller Mmh. s'installer un peu plus bas. Donc, on a dit stop, on va éviter. Et donc là, j'avais commencé un essai clinique qui a fonctionné pendant un mois et demi. Je voyais les métastases sur la peau de la cicatrice qui diminuaient et qui commençaient à disparaître. Donc ça, c'était une super nouvelle. Et malheureusement, quand on m'a fait les scanners de contrôle, par contre, il y a des tumeurs en fait qui grossissaient inversement à l'intérieur. Et en fait, il y a eu l'apparition d'autres cellules tumorales près du cœur, à différents endroits. Donc on a stoppé l'essai clinique. On m'a fait faire de la radiothérapie stéréotaxique. Donc il y a 3 machines en France, donc c'est un peu différent de la radiothérapie, classique. C'est beaucoup plus puissant. C'est pour ça que j'ai eu que 6 séances parce que c'est déjà j'avais atteint normalement le nombre de doses d'irradiation avec les 33 rayons que j'avais eus, en 2016. Et puis donc ça, je sais pas du tout en fait si ça a fonctionné ou pas puisque je n'aurai un scanner de contrôle qu'en février. Et en fait, les tumeurs grossissaient, même les métastases sur la peau, réapparaissaient et j'ai commencé là un nouveau protocole, je suis la seule pour l'instant sur Dijon, et Châlons à l'avoir en fait. Il a été fait ce qu'on appelle une demande d'ATU, c'est-à-dire qu'on demande aux laboratoires et aux agences, régionales et nationales de la santé d'accepter en fait un protocole qui n'est pas encore référencé. D'accord. C'est-à-dire que normalement, en plus, c'est des tarifs, c'est-à-dire que là, on parle d'injections qui coûtent entre 4 000, 5 000, 6 000 euros, hein, Ah oui, d'accord. l'injection. Ah! Voilà. Sachant que je dois recevoir une injection toutes les 3 semaines. Donc là, j'ai commencé, j'en suis à la deuxième injection et je vois déjà sur les métastases de la peau, je vois déjà un mieux. Donc bon, je me réjouis pas trop vite parce que je sais pas ce que ça fait à l'intérieur, mais en tout cas, sachant que c'est vraiment là, pour le coup, un traitement, très très évolué. Mmh. Et grâce aussi au fait que ce soit, en fait, ce sont des anticorps auxquels sont couplées des chimiothérapies, très toxiques Mmh mh. et donc ça permet d'attaquer, en fait, dans la cellule tumorale. D'accord. Ce qui fait qu'il y a quand même des effets secondaires comme, les nausées, des vertiges, enfin plusieurs effets secondaires, mais par contre, je ne reperdrai pas mes cheveux. Voilà. Donc ça, c'est vrai que les gens, du coup, des fois, n'étant pas forcément, au courant de toutes les chimiothérapies qui existent, quand on dit qu'on a une chimiothérapie et qu'on a ses cheveux, oui, c'est possible. D'accord. Mais du coup, il y a C'est quand même possible. il y a quand même d'autres effets secondaires au final. Il reste les Oui, ah oui, oui, vomissements, il y en comme on a, disait. il y en a quand même, et il y a des risques, il y a des risques d'AVC, il y a des risques, c'est très toxique pour le cœur, donc il y a des risques, voilà, pour pulmonaires aussi. Donc malheureusement,
il se peut parfois que les protocoles fonctionnent sur la maladie, mais si on a certains effets secondaires qui peuvent être, certains mortels, qu'on a des effets en fait secondaires qui du coup nous obligent à arrêter les protocoles. D'accord, ok. Ok, d'accord. Du coup, toi, tu as créé ta page Facebook. Donc, ça Oui, s'appelle Mon sein, mon crabe et moi. Ton ouais. objectif avec cette page, c'était quoi? C'était tenir une sorte de journal intime pour t'aider toi, en fait, à supporter cette période? Ou alors c'est pour partager avec les femmes? Enfin, dans quelle optique tu Alors, as créé cette page? alors en fait, au tout début, déjà, je pensais pas qu'elle durerait aussi longtemps. Parce que quand je l'ai créée en 2015, j'avais pas de recul forcément sur le temps que durerait ma maladie. Bon, visiblement, elle m'aime beaucoup, donc la page est toujours là. Mmh. Au début, en fait, en fait, j'ai même pas forcément réfléchi. C'est vrai que ça s'est, je dirais presque, ça s'est imposé à moi naturellement. C'est-à-dire que j'avais besoin de parler. Je n'avais peut-être pas envie non plus euh, de solliciter trop mes proches. En fait, en plus, j'étais dans une période personnelle très compliquée avec une séparation. Avec beaucoup de choses déjà à gérer, la succession de mon papa, qui était décédé d'un cancer aussi. Il y avait beaucoup de choses en fait compliquées et je pense que j'avais pas envie voilà, d'embêter mes proches ou peut-être de n'être vue du coup que comme Christelle égale cancer. Donc cette page, ça me permettait, oui, un peu comme tu disais, un peu comme un journal intime et à la fois d'avoir peut-être à la fois les échos d'autres personnes malades et à la fois peut-être ça me permettait aussi d'avoir entre guillemets un rôle dans dans ce parcours en fait de peut-être d'expliquer voilà comment ça se passe au jour le jour et même si maintenant je publie beaucoup moins souvent qu'à l'époque, Mmh. c'est vrai que ce qui m'a beaucoup aidé, par exemple, souvent dans cette page, c'est d'avoir les témoignages aussi en privé, pas forcément en public, mais de personnes. Alors, ça peut être des femmes malades, mais des sœurs de femmes malades, des conjoints, etc., qui me disent ben, merci pour ton post de ce jour, ou merci pour ce que tu as dit l'autre fois. Ça m'a aidé à comprendre ce que vit ma sœur, ce que vit ma femme. Et du coup, je trouve que c'est important aussi, justement, parce que des fois, dans la maladie, alors bon, moi c'est le cancer, mais ça peut être d'autres maladies, on se sent des fois incompris, on se sent isolé. Et je pense que ça aide justement à voir les choses voilà, différemment, puis aussi à vider son sac, quoi. D'accord. Et pas le faire subir aussi des fois à ses proches, en fait. Voilà. Comment ça se passe justement par rapport à ça? Est-ce qu'il n'y a pas une distance un petit peu qui se crée du coup par rapport à tes proches, par rapport à la maladie? Comment tu le vis, toi? Bah, en fait, moi, ça a beaucoup évolué parce que c'est vrai que maintenant, à partir du moment où déjà je suis passée dans le stade métastatique, en fait, le fait quand on m'a dit, voilà: «Chez vous, les chimios et les traitements ne s'arrêteront pas, ça sera à vie, ou tant que ça fonctionnera», Mmh. c'est vrai que ça, c'est quand même une sacrée claque. Il faut arriver à digérer parce que déjà les autres, ne comprennent pas que quand enfin, je parle, en général, hein, que ce Mmh. soit proche ou pas proche, n'arrivent pas à intégrer le fait qu'une chimiothérapie ou des traitements, donc anti-cancer durent, sans qu'il y ait un arrêt. À chaque fois, on me dit, «Mais du coup, ça s'arrête quand, ta chimio?» Donc déjà, ça, faut l'intégrer. Donc après, il faut en parler, c'est vrai, aux proches, mais de notre côté, c'est inquiétant aussi, de se dire: «Bah, en fait, maman ou ma sœur ou ma chérie, en fait, elle sera jamais guérie». Donc c'est vrai que c'est assez culpabilisant, je trouve. On porte le poids de beaucoup de choses par rapport aux proches et c'est vrai que, heu,
il y a eu des moments où j'ai eu envie de pas forcément dire la réalité, Mmh. de presque la cacher pour pas rajouter un poids supplémentaire sur les épaules de mes proches. D'accord. Donc, mais après, enfin, c'est vrai que c'est important aussi de dire les choses. Donc, des fois, la page m'a permis aussi peut-être de pouvoir, en mettant les mots par écrit, de pouvoir digérer aussi la façon dont j'allais pouvoir l'annoncer peut-être à mes proches après. D'accord. Donc, mais c'est pas évident effectivement quand on est malade et bon moi je suis maman solo avec bah, mes 2 enfants qui bon maintenant ont grandi mais qui à l'époque étaient forcément plus petits. Donc c'est vrai que c'est pas évident d'appréhender des fois hem, le rapport maladie proche parce que en plus, on va dire qu'au début, les proches sont souvent, très, quand c'est votre premier cancer, sont très présents, et après en fait, des fois il doit y avoir peut-être une espèce de lassitude. Alors quand je dis ça, c'est pas méchant de ma part, hein. Je peux Mmh. comprendre qu'effectivement, au bout d'un moment, quand on sait que voilà, sa sœur, sa maman, sa chérie, ben, son cancer, en fait, il est toujours là et puis que ça dure. Du coup, il y a une lassitude et puis peut-être aussi, du coup, une forme de routine. C'est-à-dire, ça devient ce cancer, finalement, bah, ça pourrait être un rhume, ça pourrait être quelque chose d'autre, quoi. Ça fait partie finalement du quotidien, des fois le regard est plus comme au premier parcours, en fait. D'accord. Voilà. Ce que j'en Alors déjà, ce que j'entends, c'est la culpabilité. C'est vraiment un sentiment que j'associais pas du tout, en fait, aux personnes atteintes d'un cancer parce que, ben, c'est pas votre faute, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas Oui, toi qui et du coup, c'est vrai que jamais de la vie, j'aurais cru qu'il pouvait y avoir une culpabilité par rapport à ça et ce que j'entends également, c'est que, du coup, il y a quand même une forme d'incompréhension par rapport à l'entourage et un sentiment de solitude, peut-être. Est-ce que, du oui. coup, tu essaies de te tourner vers des réseaux? Est-ce que tu as créé un réseau toi-même de personnes qui ont également des cancers? Parce que, du coup, tu disais que tu étais en contact avec d'autres personnes dans le cadre de ta page Facebook. Mmh. Mais est-ce que par ailleurs, toi, ben, t'es formé un petit peu un réseau d'amis ou de proches, du coup? Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, enfin, c'est-à-dire je me suis mise sur certains groupes, de Facebook notamment de femmes en fait, atteintes de cancer du sein. Donc j'ai été, c'est des groupes qui m'ont beaucoup aidée au début parce que même si moi je n'intervenais pas forcément, mais de lire par exemple les questionnements ou les astuces de certaines, Mmh. femmes, du coup ça m'aidait. Maintenant c'est vrai que, ap comment dire? J'ai fait partie de certaines associations, mais c'est vrai qu'au stade où j'en suis aujourd'hui, en fait, j'ai quand même plus de recul, et c'est-à-dire que, heu, je dirais que même si ça aide, ça aide, mais ça dépend du stade et du parcours auquel on est, en fait. D'accord. C'est-à-dire que c'est vrai que là, aujourd'hui, bon, le contexte sanitaire, en plus, est compliqué avec le Covid. Ouais. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont annulées. Donc on est un petit peu aussi obligé finalement, de s'en sortir tout seul et de trouver les ressources en nous plus que par le biais de l'extérieur. Donc c'est vrai que au début, j'ai eu effectivement besoin d'abord de digérer la nouvelle et donc de m'approprier aussi ce nouveau statut de cancéreuse, si je puis dire. Et après, au fur et à mesure, c'est vrai qu'il y a une espèce de solidarité entre malades qui se crée. euh,
je dirais, c'est instinctif en fait. On se comprend. Même si on a des parcours différents, il y a quand même certains traits, certains ressentis qui sont un peu communs à tous les malades, hommes ou femmes, hein, Mhm. du cancer. J'ai du coup, j'ai mieux compris aussi le parcours qu'avait pu avoir mon papa. Je me suis rendu compte que moi-même, peut-être j'avais pu des fois être maladroite dans dire bah, comment ça va, au lieu de dire comment ça va, peut-être j'aurais dû dire bah, aujourd'hui comment me sens-tu. C'est des petites choses en fait, Oui. mais c'est vrai que par exemple entre malades, justement, on va comprendre et savoir des fois se parler instinctivement, alors qu'avec nos proches, des fois c'est compliqué et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, je pense, au début du parcours, ça aide beaucoup en fait. Ça aide beaucoup et c'est vrai que c'est un soutien qui peut faire du bien au moral. Maintenant, moi, contrairement au premier cancer, maintenant, moi, je fais une démarche avec une psychologue que je vois à peu près une fois par mois maintenant. Mhm. À une époque, je l'ai vu plus souvent. Et c'est vrai que ça aussi, je pense, ça m'a aidé aussi à trouver voilà, des ressources aussi sans toujours les chercher à l'extérieur, en fait. D'accord. Donc, voilà. Ok. Euh, Par rapport à ça, du coup, donc tu cherches les ressources en toi maintenant. Et justement, pour faire le lien avec le développement personnel, je me souviens, moi, alors j'avais lu un livre il y a un petit moment maintenant, ça s'appelle La Tresse, je ne saurais plus te dire de qui c'est. Ouais. Laetitia, je sais plus, Laetitia quelque chose. Mais en fait, dans ce livre, ça évoque le parcours de 3 femmes. Et il y en a une notamment qui découvre qu'elle a un cancer et ça remet en cause un petit peu tout son mode de vie. Donc, un Mm. petit peu un mode, je me rends compte que finalement, je vais peut-être mourir un jour. Et du coup, je vais essayer de réfléchir à qu'est-ce qui ne me va pas dans ma vie pour me dire, je vais kiffer ma vie jusqu'au bout maintenant. Et voilà. Est-ce que toi, tu as eu ce genre de révélation? Est-ce que du coup, aujourd'hui, tu considères vraiment ta vie d'une façon différente? Ou au final, est-ce que c'est juste romancé, mais que dans les faits, on est face à sa maladie et on gère au jour le jour et on fait ce qu'on peut et voilà. Et c'est OK aussi. Bah, c'est pareil, ça, en fait, j'ai eu, bah, là où ça a vraiment été encore plus prégnant chez moi, c'est en 2017, en fait, bah, mon cancer s'emballait et on n'arrivait pas à trouver de protocole qui freinait la maladie. Mhm. Donc, entre justement, comme je t'avais dit au début, en 2016, donc fin 2016, je voyais que je récidivais, mais en fait, le personnel médical n'était pas forcément à l'écoute. Et donc, en fait, je récidivais en inflammatoire sévère. Et donc, les traitements, plusieurs traitements n'ont pas fonctionné. Et en mai 2017, on m'a dit, voilà, si ça continue comme ça, si on n'arrive pas à le freiner, il vous reste 4-6 mois maximum, quoi. Mhm. Donc, moi, ça a été vraiment là un gros coup de massue. Puis là, je me suis dit, enfin, j'ai besoin d'un objectif euh, pour enrayer le sort, en fait, en quelque sorte. Et donc, ma fille rêvait d'aller au Japon. Et donc, par exemple, ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas fait si on m'avait pas donné ce diagnostic qui était quand même bien pourri. Mhm. Du coup, je me suis dit, bon, bah, tant pis, même si moi, j'y serais peut-être pas, j'avais fait promettre à mon compagnon, en fait, parce que j'ai un chéri, mais on n'habite pas ensemble, voilà, par rapport à son boulot, etc. Donc, du coup, je lui avais fait promettre que si j'étais pas là, qu'il réalise quand même ce voyage avec les enfants. Et donc, en fait, c'est vrai que je me suis investie dans la préparation de ce voyage, même si c'était difficile et fatigant, mais je l'avais prévu donc pour le février donc 2018. Et en fait, ça a été comme une espèce de phare dans la nuit, quoi, ce voyage. C'était mon objectif. Il fallait absolument que je l'organise, que ça se fasse. Et on a pu le faire. Bon, pareil, à côté, j'ai demandé un autre avis médical. J'ai bougé
C'est vrai que ça, c'est quelque chose aussi, je pense, qui fait partie de moi déjà avant la maladie. Je suis quelqu'un d'assez tenace, en fait. Autant je vais pas pouvoir faire un 100 mètres, par contre, je vais pouvoir faire 6 kilomètres, voilà, à mon rythme, en m'accrochant. Donc, je pense que c'est vrai que la, la maladie, elle va révéler des fois des traits de caractère encore plus forts et tu vas effectivement avoir des prises de conscience. Après, il y a des choses sur lesquelles je vois que j'ai toujours pas réussi à avancer, Mmh. mais j'essaye de moins me flageller qu'avant en me disant justement oui, t'as pas réussi, c'est nul, etc. J'essaye de mettre en avant au contraire ce que j'ai réussi à faire. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est important aussi, justement, d'être plus bienveillant avec soi. Mmh. Après, là où ça m'a fait évoluer par rapport à ce que tu disais, c'est une prise de conscience, par exemple, qu'avant, j'étais très entourée, par exemple, mais j'étais entourée plus, mais avec des gens finalement qui étaient, c'était très superficiel. Maintenant, je suis très peu entourée. Mais par contre, je sais que ce sont vraiment le peu de gens qui m'entourent, sont vraiment des gens sur qui je peux compter. D'accord. Donc j'ai fait vraiment, j'ai évolué aussi heu, sur plein de sujets finalement. Heu et c'est vrai que la maladie des fois te plonge dans des obstacles que tu avais pas prévus, dans un rapprochement de la mort qui peut pas être plus évident que celui-là, enfin, je repense à une fois, par exemple, je voulais me renseigner pour un crédit et donc, ma banquière m'a dit, «Bah, le problème, c'est que je peux pas vous faire de crédit parce que, ben, vous avez quand même, un cancer. Un cancer, c'est mortel». D'accord. Oui, merci, je le savais, mais voilà, ben, des fois, tu te retrouves Ouais. aussi, c'est-à-dire toi-même, tu le sais, mais tu te retrouves face à des situations où on te le remet et du coup, oui, ça te fait voir la vie, forcément différemment, quoi. Donc, donc après, il y a peut-être des choses sur lesquelles je sais que avec mon chéri, par exemple, des fois, on a eu peut-être des incompréhensions justement parce que moi, je voulais vivre les choses rapidement parce que des fois, je dis, j'ai un délai voilà, j'ai une date de péremption qui approche Mmh. et du coup, ben, je voulais vivre les choses rapidement et lui, en fait, qui est plutôt du genre diesel à prendre son temps, j'avais envie de le secouer et lui dire: «Non mais attends, regarde, enfin, Mmh. faut vite le faire, quoi». Donc des fois, c'est vrai qu'il y a une espèce d'urgence de vivre, en fait, qui peut s'imposer, mais c'est pas tout le temps, mais dans dans certaines circonstances, ouais, c'est vrai que ça peut, nous aider à voir les choses, différemment. D'accord. En tout cas, au-delà de l'urgence de vivre, du coup, clairement, tu as pas mal cheminé par rapport à toi-même quand même, du coup. Ah oui, ah Tu as oui, pu oui, vraiment puiser dans tes ressources. je suis plus du tout la même Christelle, au-delà du fait que physiquement je suis plus la même parce que voilà, j'ai plus mon sein, mon corps il a soit maigri, soit grossi au rythme des protocoles qui voilà, font maigrir ou grossir en fonction de l'hormonothérapie, des chimios qui sont toutes différentes. Mmh. Je me suis vue sans cheveux 2 fois, sans cils, sans sourcils. Enfin, physiquement, déjà, mon corps, il est plus du tout le même qu'il y a 5 ans, enfin 6 ans même. Heu, mais après, c'est vrai que dans la tête, oui, j'ai vraiment évolué, énormément. D'accord. Du coup, parfois, ça peut éloigner de certaines personnes aussi. C'est-à-dire que mon cercle amical enfin, n'est plus du tout le même, Mmh. qu'avant. Et c'est vrai que forcément, comme tu le disais tout à l'heure, on a quand même tendance à avoir un cercle qui se modifie, qui prend de plus en plus euh,
d'autres femmes malades ou d'autres hommes malades, enfin ce cercle il se modifie quoi. D'accord. Voilà. C'est logique après du coup parce que tu cherches la compréhension, tu cherches des personnes Oui, qui finalement vont pas te mettre en difficulté davantage. C'est un peu le oui principe. aussi, ouais. Et Donc tu parlais du coup, c'est super intéressant par rapport donc, au rapport au corps. ouais. Ton rapport aujourd'hui avec ta féminité, comment ça se passe? Est-ce que finalement tu es un petit peu dans un rejet du corps du coup, ou est-ce que tu fais pour ne pas y penser? Est-ce que, auquel cas je m'excuse d'avoir posé la question. Ah non, Enfin, non, non, alors ça dépend. Bah, en fait, ça dépend des fois. C'est-à-dire que, en fait, quand je me vois nue, hmm, très honnêtement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, je crois que mon cœur, en fait, enfin oui, je suis quelqu'un d'hypersensible, donc je pense que mon cœur a pas fait le deuil encore de ce sein. Mon corps l'a fait, forcé parce que, bah, voilà, il fallait de toute façon l'enlever et en plus, ce qui a été difficile, c'est qu'on m'avait entre guillemets «vendu du rêve», c'est-à-dire: «Vous allez perdre votre sein, mais au moins la maladie sera éradiquée» et voilà. Or, on m'a enlevé le sein, donc en mai 2018, fin mai 2018 et en août, quand on a fait le TEP scan, je récidivais en fait sous le sein, qui n'était plus là. hmm, Heu, donc au niveau, pectoral, au niveau de la enfin plèvre et cetera, enfin plein de petits endroits sympas et du coup, c'est vrai que je pense que, le deuil de mon sein, depuis 2018, je l'ai pas vraiment fait. Après, ce qui est paradoxal, c'est que contrairement à d'autres femmes qui, portent tout le temps une prothèse pour masquer le fait qu'elles n'ont pas de sein, hmm, par contre, je n'ai vraiment aucun problème à en fait, je mets pas de prothèse. C'est-à-dire que, bon là, ça se voit pas trop avec ce genre de t-shirt, par exemple, mais, je porte des robes, qui peuvent être moulantes ou des hauts moulants où on voit enfin, je veux dire, je ne peux pas cacher que je n'ai qu'un seul sein, mais ça ne me dérange pas. C'est ça qui est très paradoxal, c'est-à-dire que, habillée, ça me pose pas de problème. Par contre, quand je suis vraiment, voilà, face au miroir, nue vraiment face à ce corps-là, il y a de la tristesse, en fait. Il y a de la tristesse qui est là et c'est quelque chose sur lequel je travaille. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis fière d'être encore debout avec ce corps qui est le mien et qui a franchi beaucoup de batailles. À la fois, c'est une fierté et à la fois, oui, il y a cette tristesse de cette part de moi, de cette partie de moi qui n'est plus là. Et bon, après, je pense que je suis de toute façon, dans mon caractère, je suis quelqu'un d'assez accroché au passé, assez en termes de. Par exemple, j'adore tout ce qui est vintage, tous les trucs de ma mamie. J'ai dû vider la maison de ma mamie. J'ai gardé plein de choses. Donc, je pense que c'est quand même aussi un trait peut-être de caractère. À la fois, je peux voir voir dans le futur, me projeter, et puis si je suis encore là, c'est aussi, je pense que c'est cette espèce d'envie de vivre à tout prix pour mes enfants, pour les voir grandir. Et à la fois, oui, c'est compliqué en fait de voir son corps changer en fait, de voir son corps changer. Et c'est vrai que c'est subi, c'est-à-dire que c'est ouais. vraiment subi par et induit par la maladie. Donc, mais, mais après, par contre, c'est vrai que par rapport à la féminité, c'est-à-dire que euh, je continue à être féminine et malgré ce sein en moins. C'est-à-dire que pour moi, il y a deux choses en fait. Il y a la féminité, pareil, les cheveux, quand j'avais plus mes cheveux, je continuais enfin, à être une femme, même si j'avais plus mes cheveux. À la rigueur, c'était plus le regard des autres qui, des fois, pouvait me faire penser que je n'étais pas une femme. D'accord. C'est-à-dire que des fois, il y a eu des regards d'hommes ou de femmes qui n'étaient pas bienveillants du tout et où en fait c'était plus
le miroir à l'autre qui te faisait douter finalement, bah, toi, tu avais l'impression d'être féminine et on te renvoyait l'inverse. Donc, des fois, enfin, je pense que la féminité, c'est quelque chose, il y a le côté social, en fait, Mhm. il y a sa propre féminité au-delà du corps, en fait. D'accord. Ok. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, me voir nue, euh, de voir voilà, cette cicatrice qui en plus est, est malade dans le sens où il y a aussi des métastases sur la peau, du coup c'est compliqué en fait. Ouais. Je pense que je n'aurais peut-être pas le même regard si effectivement la maladie n'était plus là. Oui, il y a une forme Et voilà, d'injustice là aussi. Du coup, il y a. oui, un peu. Je comprends. Donc voilà. D'accord. Et Je parle beaucoup, hein, je suis désolée. Hein. ah non, non, mais non, c'est super intéressant. T'excuses pas, merci de me répondre. Au contraire, non, non, c'est super intéressant. Et en même temps, c'est vrai que ça suscite. Enfin, alors, moi, il faut savoir que du coup, on se connaît pas trop, mais je suis beaucoup centrée sur l'amour de soi. Donc, amour de soi dans tous les sens, en confiance, estime de soi, mais également acceptation de son image qui peut être très compliquée. Et je pointe très régulièrement du doigt le fait que la société, elle est très normative dans sa façon de nous considérer. Et c'est vrai que dans cette société-là, on se dit au final, quand on est touché par la maladie, ou toi dans ton cas c'est une maladie, mais ça peut être également, il y a des gens qui sont victimes d'accidents et qui Oui, vont ouais. perdre un membre, qui vont être défigurés, il peut y avoir des choses qui vont être très difficiles à vivre. Et en fait, quid de ces personnes-là qui, comme toi, se retrouvent pris dans cette nécessité de faire le deuil de ce qu'elles auraient pu vouloir Oui, atteindre auparavant, en fait. Et c'est quelque chose qui est très, très douloureux. Et moi, je te le dis, je te trouve très belle. Bon, tu me l'as dit, tu t'es pomponnée et tout avant de venir, donc je te trouve très belle et très féminine, et c'est juste super. Et je te souhaite vraiment de pouvoir avancer dans une acceptation totale de ton image, parce que au-delà du concept finalement de la femme qui est socialement acquis, il faut être réaliste. Ça bouge, ça a vocation à bouger. On ne choisit pas toujours, et ça fait pas quelqu'un de, enfin, ça fait pas de toi quelqu'un de moins beau, j'ai envie de dire, ou tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment oui, ta spécificité, et c'est douloureux d'imaginer qu'en fait, quand tu te vois nue, tu fais un tel rejet de toi-même, tu vois ce que je veux dire, et je te souhaite vraiment de pouvoir oui, oui, mais avancer sur ça. c'est vrai que c'est compliqué encore, enfin, comme je te disais, je pense que si, la maladie n'était plus là, Oui, je je comprends. pense que je le vivrais, autrement, en fait. Mais comme la maladie est toujours là et bien accrochée, elle m'aime beaucoup, du coup, c'est difficile aussi, je pense, de faire, voilà, le deuil de ce sein, et c'est vrai que, il y a aussi des fois des comment dire? Des choses qui ont pu être dites Mm. par d'autres personnes qui peuvent des fois, tu sais, tu as juste envie de leur dire: «Mais Ouais. taisez-vous en fait». Ouais, je Ou, comprends. c'est vrai que, par exemple, pour beaucoup, justement, il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas faire de reconstruction parce que finalement, bah, elles s'acceptent comme Mm. ça et en fait, il y a beaucoup de personnes qui, à partir du moment où justement, bon, elles voient que tu as plus ton sein ou dans la discussion, elles comprennent: «Ah mais t'inquiète pas, de toute façon, maintenant ils font des super reconstructions, tu verras, tu auras des beaux seins en plastique» et enfin, en fait, moi, je le vis un peu comme une agression parce que, Ouais. bon, déjà, ils ne connaissent pas, certains mon parcours et donc moi, pour le coup, clairement, je ne même si j'en voulais une, je ne peux pas avoir accès à une reconstruction vu le contexte de Oui. ma maladie, inflammatoire, et puis même, enfin, il y a des femmes qui se font reconstruire et qui, pour autant, n'arrivent pas à accepter, à appréhender en fait ce nouveau sein finalement. D'accord. Donc c'est vrai que je pense qu'on a chacun et chacune une façon d'appréhender voilà, le rapport au corps différemment. Et c'est vrai que c'est dommage que la société veuille absolument des fois nous infliger en fait Mm. quelque chose qui est peut-être pas fait pour nous, qui est peut-être fait pour une autre ou un autre, mais pas pour nous quoi. Donc c'est vrai que et par rapport à ça, je voulais aussi souligner
le handicap, en fait, Oui. justement, le handicap invisible, parce que c'est vrai que au-delà enfin, que ce soit ma maladie ou une autre, des fois, en fait, ça induit des handicaps qui ne sont pas visibles, comme malheureusement un fauteuil roulant. Mmh. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce que le handicap au sens large du terme, c'est plein de choses. Et en fait, des fois, pareil, le regard des autres face au handicap visible ou invisible est des fois très violent, en fait. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai justement, là, j'ai une carte en fait de mobilité réduite parce qu'il y a des fois où j'arrive presque pas à marcher parce que, voilà, avec tous les effets secondaires malheureusement, des protocoles, parce Mmh. que bon, ça laisse des traces. Et en fait, il y a des fois où je n'ai pas osé, alors que j'avais droit à sortir ma carte, je n'ai pas osé parce que il y a eu une ou deux fois où je l'ai sortie et où en fait j'ai eu droit à des réflexions et des regards tellement malveillants que du coup, il y a eu des fois où je me suis empêchée en fait voilà, de pouvoir éviter de faire la queue parce que bah, ça me faisait souffrir Mmh. de rester debout. Ben, j'ai préféré souffrir que d'affronter en fait des fois le regard de l'autre. Et c'est vrai que des fois ça a pu être compliqué. Ça c'est quelque chose maintenant sur lequel j'ai travaillé. Mais même ma fille des fois m'a dit mais maman tu t'en fous, on s'en fout, même si pour eux, tu ne ressembles pas à quelqu'un d'handicapé, mais tu as quand même un handicap. Et c'est vrai que des fois, les gens ne se rendent pas compte du tout de ce qu'ils peuvent induire en fait par leurs réflexions ou leurs attitudes. Mmh. Et ça peut des fois faire des dégâts en fait derrière, quoi. Ouais, je Donc c'est vrai que comprends. c'est important d'arriver à s'accepter, mais aussi des fois à imposer à la société, à l'autre, ben oui, voilà, ben, je suis peut-être pas le profil de la personne handicapée que vous avez en tête, mais il y a quand même voilà, des choses qui sont là et je pense qu'il faut que la société arrête aussi de se fermer les yeux et de ne voir que des profils pour chaque personne, en fait. Mmh. C'est important, en fait. Bon. Non, mais tu as bien raison de le dire. Après, je pense qu'il y a un éveil des consciences de façon générale qui est nécessaire. C'est-à-dire Oui. qu'au final, on se Mmh, rend compte que les gens, ils ont beaucoup leur mot à dire pour des situations qui ne les concernent pas toujours au final et que ça oui. peut blesser les personnes les plus concernées. Et en fait, là où elles devraient être curieuses, bah, comme je le fais aujourd'hui, dans le sens où j'ai envie d'ouvrir un petit peu les yeux aux gens et même à moi-même, parce que j'avoue que du coup, c'est quelque chose qui restait très flou jusque-là pour moi. Donc ça c'est une forme de curiosité qui pourrait être saine parce que du coup, elle serait plus en capacité de parler aux personnes qui ont un petit peu maladie, tu vois? Comme tu disais tout à l'heure, ne pas dire: «Comment ça va?» mais dire: «Comment tu te sens aujourd'hui?» toutes ces choses et Mmh, au final, elles font pas ça, mais elles vont faire l'autre versant où là, elles vont être jugeantes et oui. critiques et en fait, ça leur appartient pas de juger et de critiquer ce genre de choses, quoi, Mmh, donc ouais, un éveil qui serait, plus que bienvenu, je pense, aujourd'hui, oui, c'est par sûr. rapport à tout ça. Mmh. Hem, toi-même, est-ce que tu aurais, peut-être qu'on pourrait finir là-dessus, est-ce que tu aurais un conseil à apporter pour une personne, par exemple, alors je suppose que les personnes qui, comme toi, ont la maladie depuis un petit moment, vous avez déjà vos petits trucs et astuces. Pour une personne qui découvre la maladie, qui a ce sentiment d'incompréhension, un petit peu de rejet, voire de solitude, quel serait ton conseil pour cette personne, aujourd'hui, en fait, pour, pas mieux Heu, vivre, mais être moins en ouais. difficulté? Bah, déjà, en fait, de de se laisser le droit déjà à elle-même de passer par des phases qui sont des phases, bah, je dirais nécessaires et imposées presque. C'est-à-dire que quand on découvre, quand on entend pour la première fois le mot, alors que ce soit cancer ou d'autres maladies, hein, mais ça nous tombe en fait dessus. Il y a une phase où on est un peu dans le brouillard, on a l'impression que
c'est vrai, c'est pas vrai, j'ai rêvé, je suis là, pas là. Enfin, en fait, il y a une espèce de confusion qui peut durer alors, 1 jour, 2 jours, 15 jours. Après ça dépend, on est tous, inégaux face à ça. Mais déjà, savoir que oui, il y a des phases de toute façon par lesquelles, elle va passer et juste, voilà, pas justement se faire trop de mal en se disant: «Non, j'ai pas le droit de penser ça» ou «Non, faudrait que je sois comme, voilà, certaines personnes, de suite combatives». Non, il y a c'est chacune a sa façon de réagir et déjà voilà, un peu de bienveillance par rapport à tout ce qui peut tout ce flot d'émotions qui peut débarquer, que ce soit, même parfois l'envie de se dire j'y arriverai pas, je vais mourir, cette maladie va. Enfin voilà, se laisser finalement peut-être submerger par tout ça pour derrière après pouvoir commencer voilà le combat si c'est le combat ou commencer à y voir plus clair déjà être savoir qu'il y a plein de phases par lesquelles on passe et c'est normal en fait. Ne pas vouloir de suite être le plus fort ou la plus forte et puis un conseil aussi justement par rapport à la compréhension, chose que moi je n'ai pas fait souvent, c'est-à-dire que très souvent en fait les premières années j'ai masqué. Mmh. J'ai masqué à mes proches parce que je voulais les épargner. Donc, il y a des fois où ça n'allait vraiment pas, où j'ai en fait pris trop sur moi. Et c'est-à-dire qu'il y a un juste milieu entre vouloir masquer et prendre trop, parce qu'après on s'épuise derrière, et puis se plaindre. Il y a un juste milieu en fait. Et donc, justement, ne pas des fois trop vouloir soulager ses proches, parce qu'en fait, souvent, en les soulageant de certaines choses, on impacte en fait notre propre santé à nous et physique et psychique. Donc voilà, je pense que pour être compris, il faut aussi euh, ben, savoir des fois ben, craquer, voilà, et dire j'ai besoin, là j'ai besoin juste que tu sois là, pas forcément que tu me parles ou pas que tu me bouscules en me disant oh mais arrête de te plaindre. Des fois ça peut être juste dire ben écoute, est-ce que tu peux aller me faire les courses aujourd'hui, en fait pour moi aujourd'hui c'est compliqué. Ben, en fait rien que d'avoir une aide parfois pas forcément psychologique mais aussi Mmh. une aide concrète, ça aide. Il faut oser en fait, oser demander. Après, il faut aussi savoir des fois se replier un petit peu pour prendre du recul parce que des fois, on est tellement déjà sollicité par les traitements, la fatigue, la maladie, que on peut, moi la première, des fois réagir à être à fleur de peau et, et mal interpréter des choses que vont nous dire les proches aussi. Ouais. Donc justement, des fois, je pense qu'il faut à la fois s'écouter soi, mais aussi des fois se dire bon, là, peut-être que je réagis trop à chaud. Essayer vraiment même si c'est difficile, mais d'analyser des fois les choses et de pas surréagir parce que parfois il peut y avoir moi enfin, j'ai pu le vivre même avec mes enfants ou mon chéri ou ma maman ou ma sœur. Et c'est vrai que maintenant, je prends plus de recul et des fois, quand, par exemple, si ma sœur m'appelle et que je suis vraiment fatiguée, que je ne suis pas en mesure de l'écouter, avant, je me serais forcée et en fait, derrière, j'en aurais payé les pots cassés. Maintenant, je vais lui dire, écoute, je suis désolée, mais là, tout de suite, je ne suis plus en mesure, en fait, je suis plus en mesure de t'écouter. Donc, je pourrais le faire voilà, plus tard. Je te rappellerai quand ça sera le bon moment pour moi. Mais là, je suis plus capable. Donc, essayer d'être bienveillant aussi avec soi et ne pas toujours se forcer. C'est vraiment super important.
Même pour tout le monde, C'est j'ai envie un de dire. conseil, c'est celui-là. Non, mais c'est vrai. Mm. S'écouter, oser dire à l'autre, voilà, quand c'est pas le bon moment pour soi, parce que des fois après, justement, ça peut entraîner d'autres choses finalement moins sympas parce que ben, on a tiré sur la corde et puis la corde, quand elle craque, après, c'est plus difficile de la recoudre. Ouais, c'est clair. Bah, merci beaucoup, Christelle, du coup, Voilà. pour ce partage qui était très touchant. Et du coup, je mettrai le lien de ta page Facebook en dessous de Ouais, la vidéo. Et à bientôt. oui, ben, à bientôt.